Bonjour, Gavroche Podcast, épisode numéro 7. Aujourd'hui, je reçois donc un chirurgien cardiaque et un infirmier qui a travaillé en salle de réveil et en réanimation pour nous parler un petit peu de sport santé, de leurs constats sur la condition physique des gens qu'ils ont au quotidien. Et en même temps, ce sont des adhérents Gavroche, donc ils pourront faire le parallèle entre ce qu'ils voient dans leur quotidien en tant que professionnels de la santé et le sport qu'on fait ici et puis je veux dire les bénéfices qu'on peut en tirer pour tout le monde à tout âge et dans toute situation. Donc on est parti. Bonjour Anaïs, bonjour Johan. Bonjour. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Donc ce que je vous propose rapidement, avant d'entamer les questions et d'aborder les sujets qu'on a présentés en introduction, c'est que vous nous parlez un petit peu de qui vous êtes, de ce que vous faites et un petit peu de votre expérience. Donc on va faire honneur aux demoiselles. La galanterie, c'est beau. Voilà. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Donc moi je m'appelle Anaïs Lemaire. J'ai 36 ans et donc effectivement j'ai exercé le métier de chirurgien cardiaque. Que je n'exerce plus aujourd'hui, puisque j'ai un parcours un peu atypique. Donc j'ai fait médecine, chirurgie, et à la suite de ça, j'ai fait une école de commerce. Et aujourd'hui, je m'intéresse aux thématiques sport-santé. Donc ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion d'en discuter aujourd'hui avec vous. Merci pour cette présentation. Et donc, Johan. Voilà. Donc moi, je m'appelle Johan, j'ai 46 ans, je suis infirmier depuis 18 ans maintenant. J'ai fait 12 ans de réanimation, aussi bien médicale que chirurgicale. Et depuis pratiquement 6 ans, maintenant, je suis en salle de réveil. Et aussi pratiquant Gavroche. D'accord. Voilà. Donc, la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que je trouvais intéressant. Déjà, j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec vous. Et moi, ce qui m'avait frappé, en fait, c'est que lorsqu'on m'a raconté à quel point les gens qui n'étaient pas en bonne condition physique, ça pouvait compliquer en fait leur prise en charge en cas d'infection grave ou de maladie, ou de, on va dire, maladie cardiovasculaire qu'ils avaient la nécessité de passer sur l'opération. Moi, une chose qui m'avait frappé, c'est lorsque tu m'avais expliqué, par exemple, Anaïs, c'est en fait les gens qui sont en surpoids ou qui ont du diabète, des choses comme ça. En fait, ils ont les tissus qui sont beaucoup plus friables, et donc ça complique toute la procédure de l'opération et aussi de la cicatrisation, ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi, c'était un point auquel j'étais pas vraiment sensible. Je pense que peu de gens connaissent cette réalité-là, mais c'est vrai que ça ramène encore un argument en faveur de combattre, on va dire, l'obésité, la sédentarité et puis, je veux dire, le besoin d'être en bonne santé, quoi. Clairement. Déjà, du coup, les problématiques liées à la sédentarité et au manque d'activité physique vont augmenter les risques d'arriver sur la table opératoire, puisqu'on va avoir plus de risques de surpoids, d'obésité, de pathologies cardiovasculaires, respiratoires, etc. Et donc, on en reparlera, je pense, plus en détail plus tard, mais vont de manière très significative, augmenter le risque pour un patient lambda d'arriver sur une table opératoire chirurgicale. Et de fait, effectivement, une fois qu'on est sur la table opératoire, les tissus, la qualité des tissus ne sont pas les mêmes. Et l'opération en elle-même va être plus compliquée et la cicatrisation va être plus compliquée avec des risques plus importants d'infection, de complications post-opératoires, donc des malades qui vont rester plus longtemps en réanimation. Je pense que tu pourras le confirmer aussi, Johan. Et donc, des surcoûts qui vont être aussi majeurs pour la société et des malades qui vont sortir après des mois de réanimation, d'hospitalisation dans des états pas forcément optimaux. Ouais, parce qu'en fait, là, ton témoignage, c'était aussi ce que m'avait expliqué Johan, quoi. Et ça, c'est vrai que nous, quand tu dis, bon, ok, d'accord, je dois aller me faire opérer, je dois ceci, mais des fois, on réalise pas que c'est vraiment, en fait, vraiment pour les cas extrêmes. Mais le fait d'être en surpoids et en mauvaise santé, en fait, c'est dangereux, quoi. L'opération, on rigole pas, quoi. C'est ce que toi, tu m'expliquais. Bien sûr. Alors moi, je peux parler au niveau de l'anesthésie, parce que moi, je fais de la salle de réveil, donc moi, j'ai les patients qui sortent après leur opération. Et le premier problème qu'on a, par rapport à une personne qui n'est pas en surpoids, c'est au niveau ça va être au niveau de la détresse respiratoire. Un patient en surpoids va faire de l'apnée. Un patient en surpoids je vais avoir plus de mal à le sevrer au niveau de l'oxygène. Ça prend tout de suite plus de temps.
Alors qu'un patient qui n'a pas ces problèmes-là, on va dire, ça se règle en 2-3 heures. Alors que des fois, il y a des patients en surpoids, je peux garder en salle de réveil pendant 6 heures, 7 heures, pour qu'ils puissent après remonter, par exemple, dans leur chambre. Oui, parce que ça, c'était une chose aussi qu'on a, enfin, je pense que c'est beaucoup de gens ont appris que, par exemple, lorsqu'on parlait de l'épisode Covid, en fait, qu'à un moment donné, l'épisode Covid, enfin, que le virus, il avait tendance, on va dire, à faire plus de dégâts chez les personnes qui étaient en surpoids, en obésité, que ceux qui étaient en bonne condition physique. Donc, du coup, vraiment, en tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps que je m'intéresse à ces questions-là, mais c'est vrai que l'épisode Covid m'a vraiment fait réaliser que, même si on a une médecine efficace avec des gens compétents, nous, on leur rend pas service en arrivant hors de conditions de forme, quoi. Non, tout à fait. Et c'est vrai que cet épisode Covid a, entre guillemets, enfoncé le clou, si je peux dire, mais on a remarqué que le profil des malades qui se retrouvaient en réanimation et qui potentiellement décédaient étaient des malades en surpoids, en obésité, ce qui n'est pas du tout le même profil que les malades qu'on voyait habituellement, par exemple pour la grippe qu'on voit tous les ans. La grippe, c'est des sujets qui sont un peu âgés, un peu fragiles sur le plan respiratoire. Le profil des malades qui présentaient des Covid graves, réanimatoires, voire mortels, c'était dans une immense majorité des cas, en tout cas de manière vraiment statistiquement significative, des malades qui étaient en surpoids ou en obésité. Ouais. Moi, si je peux me permettre aussi, j'ai fait les 3 vagues Covid. J'ai fait la réanimation. La première vague, pour moi, le Covid, il a touché vraiment tout le monde. Vraiment, j'ai eu... Même si des gens pensaient que ça touchait que les personnes plus âgées, c'est faux. Moi, j'ai eu des personnes d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années. Voilà, ça a touché vraiment tout le monde. Et par contre, à partir de la deuxième vague, c'est vraiment moi ça qui m'a marqué. C'est les premiers patients qu'on a eu, même pratiquement tout le temps, c'était des personnes qui étaient en surpoids. Mais vraiment, moi je peux vous dire, parce qu'on a créé beaucoup de services pour les accueillir, on va dire sur une réanimation de 12 lits, les 6 premiers patients étaient en surpoids. Après, on avait 1 ou 2 qui étaient plus vieux. Et après, c'était vraiment des personnes en surpoids qu'on a eu, quoi. Donc, c'était assez impressionnant. Après, la troisième, vu qu'il y a le vaccin qui est arrivé, bon, voilà, il y avait un panel, on va dire, c'était un petit peu moins grave. Les patients restaient moins longtemps par rapport à ces 3 vagues. D'accord. Mais est-ce que c'est aussi dû au fait que, parce que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont mis au sport pour avoir une bonne excuse pour sortir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'ai l'impression que pendant le Covid, les gens faisaient plus de sport qu'après le Covid? Moi, je le vois en tout cas en tant que... Alors, nous, on était fermés, mais les observations, c'est que vraiment, lorsque les salles de sport étaient fermées, j'ai l'impression que les gens, ils allaient tous dehors, courir, faire des choses. Et est-ce que ça n'a pas joué aussi? Ou c'est peut-être que notre système immunitaire, il s'est habitué au virus? Non? Alors, là, moi, je pense que c'est là qu'il faut faire la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique, qui sont 2 notions qu'on a un peu tendance à mélanger, mais qui sont finalement très différentes. L'inactivité physique, ça va être le fait de ne pas pratiquer une activité physique. Le seuil reconnu aujourd'hui, c'est 1 heure par jour, ce qui est déjà énorme. Et la sédentarité, ça va être le fait d'être assis longtemps sur sa journée ou sur sa semaine. Et voilà, voilà. Là, on est typiquement très sédentaire. Bon. Ça va, hop, on a réglé le problème, tu vois. Voilà, il y a un peu de ça. Je viens de me sauver la vie, d'accord. Voilà. Non, mais... On a remarqué que pendant la pandémie, les taux de sédentarité ont augmenté de manière considérable et que les gens sont énormément assis. Il y a 15 ans, les principales activités, entre guillemets, sédentaires, c'était regarder la télé, lire et conduire. Et maintenant, aujourd'hui, avec l'explosion des objets connectés, des réseaux sociaux et des jobs de bureau, et alors avec la pandémie du télétravail, on est assis plus de 12 heures par jour, 12 heures de temps éveillé, parce qu'évidemment, on enlève le temps de sommeil, où là, on est allongé et c'est plutôt normal. Le temps éveillé, aujourd'hui, une étude récente qui a été faite sur plus de 35 000 Français démontre qu'on est assis plus de 12 heures par jour. C'est énorme. Et donc, la sédentarité va augmenter de manière drastique les risques d'un certain nombre de pathologies qu'on détaillera plus tard. Et le fait de pratiquer une activité physique, évidemment, c'est bien, c'est mieux, mais ça n'empêche pas d'être sédentaire. Et si on est assis 14 heures par jour, mais qu'on va faire une demi-heure de sport, c'est bien, c'est mieux que de ne rien faire, mais ça va être insuffisant pour diminuer les risques sur la santé. Ok, merci pour
ces précisions. Et après, je rebondis parce que lorsqu'on parle de santé, moi je le vois, tout le monde parle de santé, mais concrètement, c'est quoi la définition? Alors, si on reprend la santé, dans la définition de l'OMS de la santé, c'est un état de parfait bien-être physique, mental et social qui ne se limite pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, cette notion est super importante parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir la santé justement comme l'absence de maladie. Bah ouais, mais je suis pas malade. Mais si on revient à cette définition de l'OMS, qui est quand même la base, état de complet bien-être physique, mental et social. Donc il y a 3 critères qui sont tous les 3 extrêmement importants. Et être en bonne santé, ça n'est pas seulement ne pas présenter de maladie ou d'infirmité. Et c'est là où la notion de prévention va être absolument essentielle. Et c'est ce sur quoi on insiste aujourd'hui quand on parle de sport santé. D'accord. Parce que aussi, moi, une fois, j'avais discuté avec des spécialistes de la santé, et la question, en fait, que je leur avais posée, c'est comment est-ce que nous, on va évaluer le niveau de santé? Parce que quand quelqu'un est malade, ok, il est malade. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est comme lorsque tu vas à l'école. Tu as bien travaillé. Tu as eu genre 10, 12, 14, 18 ou 20. Et ça, aujourd'hui, comment vous allez pouvoir l'évaluer? Alors aujourd'hui, ce qui est important quand on parle de prévention, ça va être d'analyser les facteurs de risque. C'est-à-dire que c'est l'accumulation d'un certain nombre de facteurs de risque qui vont amener à l'apparition d'une pathologie ou d'un symptôme ou d'une anomalie de la santé. Donc il faut agir en amont. Les 4 principaux facteurs de risque aujourd'hui, c'est la sédentarité, l'alcool, le tabac et la mauvaise alimentation. Et on se rend compte que c'est souvent 4 facteurs qui vont souvent ensemble. On va pas vraiment faire de sport, pas trop bouger, on va avoir un job sédentaire, on va manger de la malbouffe avec un petit verre et une petite clope. Et là, on va un peu droit au carton. D'accord. Oui, parce qu'après, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais tout ça, d'accord, moi je connais quelqu'un qui… » Et moi je leur dis souvent « Ouais, d'accord, tu connais peut-être une personne qui a bu et qui a fumé toute sa vie et qui finalement est mort à 98 ans parce qu'il s'est fait renverser par un bus. » Mais statistiquement, la statistique est contre toi. Bien sûr, non mais totalement. Aujourd'hui, 65% des décès, d'après l'OMS, sont liés aux pathologies chroniques non transmissibles. Donc les principales, c'est les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le diabète, notamment de type 2, et les problématiques obésité, surpoids, etc. 65% des décès dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire prématurés. 40% d'entre eux sont des décès prématurés. Donc si on prend la totalité des décès, 65% des décès sont liés à ces pathologies chroniques non transmissibles. Et parmi ces 65%, 40% sont des décès prématurés, c'est-à-dire avant l'âge de 70 ans. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, est mort à 75 ans, on ne considère pas que c'est un décès prématuré. Le décès prématuré, c'est avant 70 ans. Mais ça se trouve, cette personne-là aurait pu vivre 10 ou 15 ou 20 ans de plus. Possiblement. Mais dans les statistiques, on ne les prend pas en compte. Parce que moi, j'avais lu… dans la littérature, donc a priori, ça c'était dans des revues assez sérieuses comme le Lancet ou des choses comme ça, que l'obésité, le surpoids, c'était entre 3 et 10 ans de vie en moins. Donc ça, c'était acté par la médecine, que le surpoids et l'obésité vraiment morbide, ça pouvait aller jusqu'à 10 ou 12 ans de vie en moins, quoi. Donc c'est assez important. Bien sûr, mais il y a les thématiques de décès, mais il y a également les problématiques de dépendance. Et vivre plus longtemps, ce qui est intéressant, c'est de vivre dans un état correct, dans un état de bonne santé. Et vivre plus longtemps, mais en étant dépendant, en étant institutionnalisé, voire hospitalisé, c'est pas vraiment l'objectif, quoi. Bien sûr. Donc l'objectif, c'est plus de rajouter de la vie aux années que des années à la vie, juste pour rajouter des années, quoi. Donc de diminuer la mortalité, certes, mais la morbidité également. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'avais dit… Parce qu'en fait, moi, j'ai discuté avec chacun d'entre vous, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger comme ça tous ensemble. Mais c'est vrai que toi, les 4 facteurs dont elle parlait, toi, tu me disais, c'est ce que toi, tu observes au quotidien. Moi, par exemple, on va dire, vu que je tourne sur plusieurs salles de réveil, et il y a des salles de réveil, en gros, où on fait des endoscopies. Donc, c'est fibroscopie, coloscopie, des choses très simples qui ne durent pas très longtemps. En gros, c'est des patients qui viennent le matin et qui repartent dans l'après-midi, voilà. Donc c'est très bien, et pas comme ça. Quoi. Sauf que certaines fois, on voit l'état général du patient, moi qui arrive en salle de réveil, on va dire les 3 combos, comme j'appelle ça, les 3 combos gagnants, c'est
surpoids ou obésité, hypertension artérielle et diabète. Notamment, comme on disait, le diabète de type 2, qui est en gros, pour pas trop expliquer, le type 1, c'est une maladie. Le type 2, c'est à force de manger de la malbouffe, du sucre, etc. Ben, en gros, la pompe à insuline ne fonctionne plus. Voilà. Et donc ça, c'est dû à de la malbouffe. Et en ce moment, je vais dire pratiquement la moitié des patients que j'accueille ont ces 3 pathologies. Et ils ont quel âge en moyenne? Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des jeunes d'une trentaine d'années. Alors souvent, ils ont plus dans les 45 et plus. Mais maintenant, on a des jeunes d'une trentaine d'années. Ils arrivent avec toutes ces pathologies-là. Et le problème, ils n'ont que 30 ans. Donc, qu'est-ce que ça va devenir après, quoi. Donc, c'est vraiment ça le gros problème. C'est que s'ils ne font pas, entre guillemets, quelque chose pour... le problème, c'est qu'on sait que le problème avec ce genre de pathologie, on va dire, c'est qu'on... En gros, moi, j'ai l'impression que c'est un engrenage. Oh, j'ai pris 5 kilos, c'est pas dramatique encore. Je reprends 10. Bon, ça va, je suis pas encore à 100 kilos. Et le problème, c'est que... je pense que c'est... Il y a un moment donné, je pense qu'on se voit plus. On se voit plus prendre du poids. Et puis, à un moment donné, on se réveille. Ah, j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à bouger. J'ai du mal à faire tous les gestes de la vie quotidienne. Et là, on se rend compte, je fais 140 kilos, alors que je fais qu'1m60. Et ça, le problème, c'est qu'on en a de plus en plus. Et après, je pense que la prévention, il y a des choses... je pense que la prévention, c'est la clé. C'est la clé. Mais je trouve que moi, en France, après, tu me diras ce que tu en penses, je trouve qu'on est plus dans le curatif, donc soigner les pathologies, que dans le préventif. Alors que je pense que si on faisait plus de préventif, mais vraiment plus tôt, je pense qu'il y a certaines pathologies qu'on pourrait mettre de côté. Vraiment. De toute façon, tu me dis si je me trompe, mais rien que son parcours prouve que tu as raison. Parce qu'elle faisait du curatif tous les jours, tu sais, genre quasiment 7 jours sur 7. Et donc elle s'est rendue compte. Non, mais elle s'est rendue compte que, en fait, c'est bien beau de voir les gens en deux et puis d'aller nettoyer les artères et compagnie, mais que finalement, ça réglait pas le problème. Clairement, clairement. Et c'est vrai que la prévention aujourd'hui, on n'en fait pas assez. On commence à se rendre compte que il y a un petit problème. Mais l'action sur la prévention, clairement, il y a encore énormément de travail. Et même du point de vue des médecins eux-mêmes, parce que tu parlais de mon parcours. Moi, à l'époque où j'ai exercé la médecine, clairement, j'avais 0 temps pour faire du sport. Et donc, mon hygiène de vie était absolument dégueulasse, totalement catastrophique, parce que je mangeais quand je pouvais, ce que je trouvais, c'était à base de fromage et de pain et de ce qui passait, quoi, à des horaires improbables. Je dormais pas assez et je ne faisais absolument aucune activité physique. Donc ma condition physique était absolument déplorable. J'étais médecin cardiovasculaire et donc j'étais censée être vraiment la personne bien placée pour savoir que il faut prendre soin de son corps et qu'il faut soigner la machine si on veut qu'elle aille loin. Je voyais de mes yeux l'impact que ça avait sur les malades que j'opérais au quotidien, mais moi j'étais absolument pas en mesure d'en prendre soin parce que aujourd'hui les modes de vie, alors on a toujours après des vraies bonnes raisons qui font que on peut pas, qu'on en reparlera un peu je pense plus tard, mais en pratique en travaillant à l'hôpital entre 70 et 90 heures par semaine, le temps de faire du sport, c'était un peu compliqué. Mais donc simplement pour revenir sur les notions de prévention, et tu parlais des jeunes en particulier. Oui, aussi. Aujourd'hui, on se rend compte que 2 jeunes sur 3 ne respectent pas les 2 seuils à la fois de sédentarité et d'inactivité physique. Donc c'est-à-dire qu'ils passent plus de 2 heures par jour devant les écrans. En fait, 2 heures par jour devant les écrans, c'est rien. Quasiment tout le monde se dit, on passe 2 heures par jour devant les écrans. Entre la télé, le téléphone, on va regarder Facebook, Instagram, machin truc, l'ordinateur quand tu travailles. Et moins d'1 heure d'activité physique par jour. Mais même au niveau des jeunes, en fait, plus de 2 jeunes sur 3 sont en deçà de ces 2 seuils. Donc, mais tu parlais de prévention. Moi, si je regarde, moi, je suis éducateur sportif, d'accord, j'ai déjà dit plusieurs fois, donc l'éducation, à aucun moment, dans ton éducation, on t'explique l'importance de la santé et comment faire pour la préserver. Bien sûr.
Mais c'est même, tu parles d'éducation, je vais parler aussi de mon cas, c'est même pire que ça. Moi, je suis asthmatique de base. Et quand j'étais enfant, asthmatique égale dispenser de sport. C'est une infamie. Ah oui. C'est stupide. Mais quand j'étais enfant, je ne faisais absolument pas de sport, zéro. Je faisais des maths pendant que les autres enfants faisaient du sport. Parce que, oulala, attention, hein, c'est mal. Mais non, aujourd'hui, on sait très bien que le sport va avoir, alors évidemment de manière adaptée et puis en respectant un certain nombre de principes, mais va avoir des effets très positifs, y compris sur des enfants asthmatiques et dans la quasi-totalité des pathologies en fait. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, si tu veux, je me suis rendu compte que même si tu expliques aux gens que, effectivement, si tu as des pathologies, le sport, donc on pourra définir après ce qu'est le sport, parce qu'il y a différents types de sport, différents types de pratiques, mais on va dire que le sport en général va avoir des bienfaits sur ces aspects-là. Ça va avoir aussi des bienfaits sur le fait pour éviter de la prise de poids et tout ça. Et t'as beau expliquer que les bienfaits du sport, les risques de ne pas en faire, de te retrouver en salle de réveil, d'avoir des complications, que tu as plus de chances de tomber malade, que même si tu tombes malade, la prise en charge est plus difficile, et que tu as des gens, on a la preuve que les gens meurent. En fait, j'ai l'impression que là, que la plupart des gens, en fait, le déclic, il ne s'opère jamais. Là, c'était quoi? C'était en février ou en mai 2022. On a eu un rapport de l'ANSES qui t'expliquait que plus de 95% des Français étaient en risque de par rapport à leur santé en raison d'une condition physique insuffisante. 95%, c'est énorme. Mais tu as l'impression que les gens, en fait, ils s'en fichent. Et après, tu parlais de ton cas où toi, tu bossais beaucoup et que tu faisais pas attention. Mais même moi, regarde, je suis éducateur sportif, je suis gérant d'une salle de sport. À un moment donné, lorsqu'il y a eu le Covid, lorsqu'il y a eu tout ça, en fait, j'ai quasiment pris 15-20 kilos. Mais bon, après, tu vas dire, oui, c'est le stress, c'est le fait. Oui, en fait, si tu veux, j'ai envie de dire aux gens, les excuses, tu peux en trouver 50 000. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On peut tous se faire happer à un moment donné dans sa vie, dans une spirale un peu négative, et ça peut aller très très vite. Voilà. Bon, après, moi, je m'en suis rendu compte, et en 3 mois, j'ai corrigé le tir, et je suis encore en train de le corriger, et je vais le corriger, parce que de toute façon, je sais faire. Et donc, et même moi, des personnes, moi, je me suis vu, il y a des gens qui m'ont vu, ils me font, ouais, mais Gab, t'as perdu un peu de poids. Je fais, ouais. T'as perdu combien? Je fais, ouais, en 3 mois, là, je suis à moins 16 kilos. Ah ouais, comment t'as fait? Et quand je leur dis comment j'ai fait, ils me disent, ah ouais. Mais ça leur donne pas envie de venir le faire avec moi. Et toi, je veux dire, je sais que toi aussi, j'imagine, tu dois avoir une expérience un peu similaire, parce que toi aussi, pendant le Covid, tu t'es mis vraiment à faire attention à toi. En plus de venir ici, enfin, tu venais ici, mais en plus de ça, tu as commencé à implémenter d'autres aspects. Ouais. En fait, autour de nous, j'ai l'impression que les gens, ils te regardent, ils disent, ah bravo, mais ça les inspire pas du tout, en fait. C'est un peu ça. En fait, il faut s'intéresser au levier de ce qui peut motiver les gens. Mais c'est vrai que alors, l'image de soi est un facteur. Et quand les gens se rendent compte que finalement, voilà, je suis un peu gros, un peu en surpoids, ça peut être un facteur. Mais derrière, il y a plein de freins qui vont être des vraies bonnes excuses. Mais j'ai pas le temps, ça me plaît pas. Au final, j'ai pas le temps. Là, je pense qu'il faudrait déjà sur une journée regarder le temps qui est perdu. Voilà, scroller sur son téléphone. Tu vois, sur le téléphone, tu dis temps passé. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est affolant. Quand on va regarder temps passé sur l'écran, waouh. Dire ce temps-là, il peut être occupé à autre chose. Après, j'aime pas. Oui, alors au début, c'est pas forcément super naturel et c'est pas forcément source de plaisir immédiat d'aller faire du sport quand on n'a pas l'habitude. Surtout si on est un peu en surpoids, on va avoir du mal. Évidemment, on est un peu essoufflé, on est un peu rouge, c'est un peu difficile. Voilà, ça fait un peu mal et qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Il y a des courbatures le lendemain et puis pendant l'effort, la notion de plaisir, elle est toute relative, quoi. Mais au final, c'est le fait de s'y mettre et de voir les résultats. On va se rendre compte qu'on est capable d'aller plus vite, ou de soulever plus lourd, ou de faire un peu plus longtemps. Et de se rendre compte aussi que le corps se modifie, qu'on se sent mieux, qu'on est capable de monter les escaliers pour aller chez soi sans être essoufflé. Au final, on se rend compte que ça fait du bien. Mais pour ça, il faut s'y mettre et il faut passer un peu le cap de se forcer un peu au début, quoi. Mais bon, après, je pense qu'il y a un côté aussi psychologique de se dire... Ouais, ça serait bien que je le fasse pour ma santé et je vais le faire. Moi, par exemple, juste pour mon expérience, j'ai travaillé de nuit pendant 12 ans quand je faisais de l'ARIA. Et c'était un peu, on va dire quand on travaille dans le milieu de la médecine hospitalier, on fume tous. Hein. On fume tous. Moi, j'ai fumé quelques années parce que je travaillais de nuit. Il fallait tenir sous le coup de 4 heures du matin. J'avais aucune cigarette, ça me faisait repartir un peu.
Et puis, j'ai toujours fait du sport. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai découvert le CrossFit, où là, vraiment, ça tapait plus, etc. J'ai commencé à diminuer la cigarette. Et moi, c'était le côté, à un moment donné, je fais, bah, pourquoi tu fais du sport et tu continues à cloper? Et donc, ça a été, alors ça a pris quand même quelques temps, mais ça a été une démarche après de ma part de me dire, en gros, mais c'est un truc qui est pas logique, Johan. Tu fumes alors que tu vas te décrasser après les poumons. Donc, eh ben, je veux dire, en 3 mois, parce que pareil, j'ai pris la décision et ça me faisait plaisir et je prenais du plaisir à faire du sport. Bah, je fume plus maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Et vraiment, bah, je suis très heureux. Vraiment, je suis très heureux de ça. Surtout que maintenant, je pense que fumer, c'est un luxe, hein, parce qu'à 10 € le paquet pour avoir de l'argent. Donc non, franchement, donc voilà. Mais j'ai pris la décision. Bien Et je sûr. pense que j'aurais pu dire, oh bah je vais attendre un peu, oh bah là j'ai fumé, bah, je vais peut-être pas aller ce soir. Voilà, c'est prendre la décision. Moi je pense qu'il y a un cap, mais vraiment qui est psychologique et qui est propre à chaque personne. Le faire du j'aimerais bien et j'y vais. Et j'y vais, bien sûr. Et voilà. Et je pense que dès qu'on passe le cap j'y vais, bah ça peut être que bien. C'est un vrai cercle vertueux. Ouais. Après, et toi, tu Ouais. parlais de la clope. Moi, j'ai Ouais. jamais fumé, mais j'ai l'expérience avec l'alimentation. Parce que finalement, quand on commence à faire du sport et à s'y mettre réellement, bah, derrière, on va pas aller manger n'importe quoi. Enfin, du coup, derrière, tout va un peu ensemble, de se dire, bah, C'est ça. finalement, j'ai envie d'avoir une hygiène de vie qui soit meilleure, j'ai envie d'avoir une vie plus saine, et donc, bah, pour qui fume, je vais arrêter de fumer. Pour qui bouffe n'importe quoi, bah, je vais essayer de manger un peu mieux, diminuer l'alcool. Et bah, pareil, tu parlais du prix du tabac, aussi, maintenant. l'alcool, c'est pareil. Enfin, parce que le truc, ah bah oui, mais j'ai pas l'argent pour m'inscrire dans une salle de sport, ou voilà. Ouais. Quel est le budget mensuel en tabac et en Tabac alcool? aussi, ouais. Bah, Tout est après une question de moi, je me suis choix, intéressé à la mais question. Pour quelqu'un qui boit et qui fume, le Français moyen dépense environ 2500, 3000 € par an Par an, en c'est alcool. ça, ouais. Ouais. Et tu as 30% de la population française qui fume. Et chez les gens qui fument, c'est 11 cigarettes par jour en moyenne. Donc, Donc, 8 paquets, on va dire. Donc, Voilà, en tout de fait, tu fais suite. 2 paquets tous les 2 jours. Ouais. Donc, Ouais. ça fait donc tu fais 15 paquets par mois. Donc, Ça. on est à 150, 170 € par mois. T'as une mois, adhésion Voilà. dans Donc, une en salle de gros, on est à sport, pratiquement 300 € en moyenne pour ces gens-là, en alcool et en tabac. Ouais. qui vont avoir. Alors, il y a le côté social pour l'alcool et pour le tabac sûr, aussi, puis, d'ailleurs, le la côté petite pause plaisir. clope. Après, faut pas se Voilà. mentir. Mais dans le sport Mais aussi, pas- parce que voilà, finalement, dans le ici, sport. quand on vient s'entraîner dans une salle comme ici, bah, il y a le côté on s'entraîne ensemble. Socialement, on se crée un cercle social avec d'autres adhérents. C'est socialement sympa aussi. Et d'ailleurs, il y a plein d'études aussi qui ont été faites qui démontrent l'impact du sport sur l'intégration sociale des gens, ce qui fait partie de la santé, selon la définition de l'OMS dont on parlait tout à l'heure également. Mais toujours dans en fait, ce que moi j'observe, c'est que c'est les gens qui font du sport quand ils sont petits, on va dire quand je dis petits, c'est avant l'adolescence, avant d'aller à l'université. Et puis surtout, on va avoir vraiment un changement de comportement une fois qu'on commence à travailler. Parce il y a beaucoup de gens qui sont déracinés, c'est-à-dire qu'ils vont quitter comme on dit, le cocon familial, mais c'est-à-dire qu'il habite à un endroit, il va peut-être déménager pour commencer à travailler. Donc les habitudes sont plus difficiles à mettre en place. Et surtout, on va voir, dès que les personnes vont commencer à avoir une famille, là, ça change complètement. Et maintenant, c'est de plus en plus tard, ça va arriver vers 30-35 ans. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que entre 30 et 35 ans, c'est à partir de 35, 40, enfin, on connaît pas, ça change pour toutes les personnes, mais c'est que, en fait, la pratique du sport, c'est une nécessité hygiénique, mais dans le sens vraiment santé. C'est-à-dire que t'aimes pas, mais en fait, si tu le fais pas, tu vas te dégrader plus vite que prévu. Bien sûr. Aujourd'hui, on connaît de manière très claire les risques sur la santé qui sont liés à l'inactivité physique et à la sédentarité. C'est une augmentation des pathologies cardiovasculaires, donc hypertension, AVC, infarctus du myocarde, tout ça. C'est une augmentation des pathologies respiratoires chroniques. Alors de manière, on y pense peut-être moins. Je te coupe. Moi, je parlais, ça tu l'as dit, c'est juste, mais c'est qu'on sait que, en fait, le vieillissement, il commence vers 35 ans. Alors, chez certaines personnes, ça va être 35, d'autres, ça va être 40, d'autres, ça va être 45. Mais grosso modo, que ce soit les hommes et les femmes, ménopause, andropause, ça se déclenche, on va dire, entre 30 et 40 ans. Et là, on a le côté vieillissement. Et donc là, c'est pour donc, ce que tu parles des pathologies, mais c'est vrai qu'en fait, jusqu'à 35 ans,
en fait, on est en super forme On n'en éprouve pas le besoin. notre physiologie, bien sûr. parce que notre physiologie, elle est au top et elle arrive à encaisser. Ouais. C'est-à-dire que le corps a une résilience de dingue. Quand il pense, tu parles d'alcool, en fait, t'as le gars, il va te dire, ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je bois du rouge et là, maintenant, j'ai une cirrhose du foie. Ouais, mais même pendant 20 ans, t'imagines un petit peu la résilience du corps. Bien sûr. Et à partir de 35 ans, en fait, le côté j'aime pas, c'est pas une côté, c'est il faut que tu le fasses. C'est comme tu as une voiture, si tu vas pas faire des révisions tous les 2 ans, c'est exactement ça. elle va rouler moins bien. Exactement. Ta maison, si tu l'entretiens pas, elle le va. corps, c'est pareil. Et ben en fait, ce qui est dingue, c'est que les gens, ils vont entretenir leur voiture, entretenir leur maison, entretenir tout un tas d'actifs. Et quand tu leur parles de leur santé ou de leur corps, c'est ça. Ah bah non, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Alors qu'il est capable de, je veux dire, il va changer ses jantes là, sur sa voiture qui coûte 80 000 balles, ça ne dérange pas de le lâcher 4 000 €. Quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme tu dis, plus jeune, on n'en ressent pas le besoin parce que finalement, voilà, on se sent bien. Mais si on le fait pas tôt, les conséquences, elles vont arriver et elles vont arriver vite et elles vont arriver fort. Après, moi, ce que j'ai vu, parce que moi, ça, je l'ai observé, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, en fait. Mais c'est vrai que plus on commence tôt, mieux c'est. Plus on commence tôt, mieux c'est. Après, quel que soit l'âge, effectivement, le rapport bénéfice-risque sera toujours en faveur du bénéfice pour l'activité physique. C'est clair. C'est clair. Voilà. Okay. Et donc toi, ce que tu disais, c'est ce que tu voyais, c'est que les gens arrivent de plus en plus jeunes, déconditionnés. Exactement. Avec, comme je disais tout à l'heure, c'est les 3 qu'on voit le plus, mais bon, il peut y avoir d'autres pathologies aussi. Hein. Et le truc, c'est que par exemple, dès qu'ils sont opérés, qu'après ils sont à l'hôpital, je parlais surtout pour des gens en surpoids. Moi, souvent, j'ai des petites collègues qui sont toutes mignonnes. Elles font quoi? Elles font 1m60, elles font 50 kilos. Moi, je pourrais dire 1m85, je fais 75 kilos. Seul ou à 2, on doit remonter des patients, par exemple, qui font plus de 100 kilos. Il y a une fois, j'ai eu un patient, le total, ça faisait 3 fois notre poids. Parce qu'il y a des gens vraiment en obésité qui sont grands, mais vraiment en obésité morbide. Moi, un jour, j'ai eu un patient, il y a quelques années, en réanimation, et c'est pas une plaisanterie, il faisait 280 kilos. 280 kilos. À tourner, à mobiliser, à faire tous les soins, c'est compliqué, même pour nous, c'est assez compliqué parce qu'il faut être, en gros, il faut être beaucoup pour le tourner, il faut être beaucoup pour faire les soins, ça prend aussi plus de personnel. Pour lui, c'est compliqué aussi, donc non, c'est vrai que vraiment d'avoir un gros surpoids, d'être en obésité quand on est à l'hôpital, tout est plus dur. Même par exemple, moi c'est mon métier, je pose des perfusions, je fais des prises de sang, etc. Ça va être plus simple pour quelqu'un. Sur les veines, il n'y a pas de souci, je peux même piquer, on va dire, presque les yeux fermés. Sur quelqu'un qui est obèse, il y a une couche de gras partout, donc c'est beaucoup plus compliqué pour trouver la veine, c'est beaucoup plus compliqué pour perfuser, je vais plus lui faire mal. C'est pas... même pour eux, quoi, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Ils se disent, ah non, on va encore me piquer, parce que la fois dernière, c'est clair qu'on m'a piqué déjà 4 fois. Ouais, mais c'est pas évident. C'est clair qu'on voit pas les veines, c'est clair qu'on les sent pas. Donc même pour eux, c'est dur. C'est dur. C'est marrant, ça rejoint ce que tu m'avais raconté une fois où en gros, quelqu'un qui est en bonne santé, le cœur il est marron, et quelqu'un qui est en obésité, c'est jaune. Et donc tu es obligé de couper pour aller chercher. Elle est où cette erreur? C'est ça, faire des pontages coronariens sur un patient, même sans parler d'obésité morbide. Là, clairement, on est dans l'extrême, mais même dès le surpoids. Comme toi, tu parles des veines pour perfuser, quand on doit faire un pontage coronarien et qu'il faut chercher la coronaire parce que, effectivement, il y a une couche de gras et on ne la voit pas. C'est ça. Techniquement, c'est plus difficile. Ça veut dire qu'il faut disséquer plus longtemps, il faut chercher. Derrière, il y a plus de risques de saignement en post-opératoire, plus de risques d'infection, plus de risques. Et ensuite, c'est le cercle vicieux, quoi. À partir du moment où ça commence à être compliqué, souvent, une complication n'arrive jamais seule et les suites post-opératoires sont beaucoup plus longues et plus difficiles. Du coup. Ça rajoute aussi du stress, bien sûr. Techniquement, c'est plus difficile. C'est des gestes qui sont aussi plus longs, donc des malades qui restent ouverts plus longtemps. C'est ça, c'est tout ça. En gros, c'est un plus. C'est un plus au niveau de la chirurgie, au niveau de l'anesthésie. Intubation plus l'anesthésie difficile. Aussi, et exactement. On va dire, il y a tout de suite plus de risques. Il y a tout de suite plus de risques. C'est plus compliqué, il y a plus de risques. C'est ça. Et les temps de cicatrisation et de récupération sont plus longs. Sont beaucoup plus longs. En fait, t'as faux sur toute la ligne.
C'est ça. Non, mais si on parle de manière vraiment très directe et tout. C'est vrai. Bah, en gros, c'est ça. C'est que, en gros, tu as faux sur toute la ligne. Et en plus, tu vas rester plus longtemps à l'hôpital et tu auras plus de soins. Voilà, pas très sympa aussi. Parce que moi, j'ai fait de l'aréa. Ce que je faisais, c'est pas sympa du tout. Hein. Franchement, voilà. C'est pas on va dire, sympa là. C'est l'endroit le moins sympa du monde. Hospitalier, voilà. Je vais pas vous parler de tout ce que je fais parce que on va dire que c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est des soins qui font mal, c'est des soins qui sont pénibles, c'est des soins, mais pour le patient, c'est clair qu'il faut le faire. Et voilà. Et donc, je pense qu'ils oublient vite ce passage-là parce que c'est pas sympathique. On va dire ça comme ça. Okay. Et toi, du coup, maintenant que tu t'intéresses un peu plus justement au sport santé, quelles recommandations tu ferais justement aux personnes qui disent, OK, viennent te voir et disent, bon, aujourd'hui, moi, je veux améliorer ma santé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en termes de sport, d'activité physique ou peu importe? Alors déjà, si quelqu'un vient en disant « je veux améliorer ma santé, je veux faire du sport », on est sur la bonne voie. Super. Déjà, il y a une certaine marge avant d'arriver à cette prise de conscience et à cette décision de « je veux faire quelque chose ». Donc d'habitude, ils viennent voir et disent « je suis malade ». Bah, je suis pas bien, ou même se rendre pas compte. En fait, maintenant, j'ai pas besoin de sport santé parce que je suis pas malade. Et c'est ce qu'on disait, la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. Donc, sport santé, c'est pas pour moi parce que je suis pas malade. Bah non, ça va pas, en fait, parce qu'on ne s'adresse pas qu'aux malades. Bien sûr, si on parle de pathologie, voilà, on va parler d'autres éléments. Mais quelqu'un qui se sent bien, parce que finalement, quelqu'un qui est un peu en surpoids, qui a pas de problème, il peut se sentir très bien et se dire, bah moi, je suis pas concerné. Donc, prendre conscience que pour améliorer sa santé, c'est bien de faire quelque chose, déjà, bon point. Après, je dirais que il faut d'abord trouver l'activité qui va nous plaire. Parce que finalement, le sport, il y a énormément de disciplines possibles et imaginables. Et je n'arrive pas à croire que quelqu'un ne puisse pas trouver une discipline qui lui plaise. D'accord, mais par exemple, si je prends du tir à l'arc et je prends par exemple du triathlon, en termes pour parler techniquement en termes de mètres, on n'est pas... Bien sûr, clairement. Mais bon, déjà, commencer par faire quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est déjà super. Okay. Parce que de base, voilà, si on passe de assis dans le canapé à regarder la télé à je vais me bouger pour aller faire du tir à l'arc, mais du coup, je vais me déplacer, je vais y aller, et puis je vais devoir être un peu gainé, parce que le tir à l'arc, l'air de rien, il faut être gainé, parce que si on fait du tir à l'arc, on va avoir envie de viser correctement. Pour viser correctement, il va falloir porter son arc, il va falloir être gainé, il va falloir travailler les épaules. C'est un sport. Donc c'est très bien. Il faut vraiment trouver une activité qui plaît. Ça peut être courir, ça peut être nager, ça peut être faire du vélo, ça peut être faire tous les sports de balle ou de ballon, ça peut être s'entraîner dans une salle de sport, faire de l'haltérophilie, ça peut être tellement de choses. Mais ce qu'il faut, c'est que l'activité, elle soit raisonnée, régulière et raisonnable. Raisonnée, c'est-à-dire qu'il va falloir être progressif. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer sur le canapé à je fais rien à je vais courir un marathon. Sinon, on va au casse-pipe. Donc, il faut y aller progressivement. Il faut se donner des objectifs qui soient raisonnables, qui soient atteignables. Il faut s'échauffer avant de s'entraîner. Et il faut respecter une période de récupération entre les entraînements. Régulière, c'est-à-dire que prendre un abonnement à la salle de sport le 1er janvier parce qu'on a une bonne résolution, c'est super. Y aller 2 fois et ne plus jamais y aller, ça ne sert à rien. Donc, pour être bénéfique, une activité physique doit être régulière. En général, on dit qu'une activité d'intensité modérée doit être pratiquée à peu près plus de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Donc, c'est un vrai investissement en termes de temps. Mais pour en voir les bénéfices, il faut se donner cet investissement. Parce que ce temps-là, juste coupe vie rapidement, mais c'est-à-dire que si moi, je vais faire 30 minutes, on va dire de marche, c'est facile, on va dire de marche rapide. De marche rapide, tout à fait. Imaginons marche rapide ou en côte ou un truc comme ça, c'est facile, je sors de chez moi, je fais les 30 minutes. Tu marches 30 minutes, tu rentres chez toi. Si je veux aller dans une salle de sport, en fait, j'ai 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour retour. Donc déjà, c'est tout de suite 1 heure, 1 heure et demie avec la douche. Et la clope après. Non, pas de clope. Et la bière avec les copains. Après. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc oui, effectivement, tu dis à quelqu'un 5 fois par semaine, une demi-heure. C'est-à-dire que lui, c'est tout de suite, tous les jours, il faut que je trouve 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Oui, mais voilà ce que je disais. Regardons le temps qui est perdu sur les 24 heures de la journée. Le temps qu'on passe à scroller sur les réseaux sociaux, sur les trucs, tout ça, 1 heure par jour se trouve. Ouais. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça, c'est non négociable, en fait. C'est comme moi, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais si en fait, en gros, tu peux pas négocier avec ta physiologie.
Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue médical, c'est pas non, mais si tu. En fait, c'est le strict minimum, quoi. Bien sûr, on est fait pour bouger. L'être humain est conçu pour bouger. On n'est pas conçu pour rester sur le canapé et ne pas bouger. On n'est pas fait pour ça. Le corps est fait pour bouger. Et aujourd'hui, on a la dépense énergétique de repos qui est, bon, bah voilà, quand on est couché ou assis, qui est quasiment nulle. 60 calories par heure. C'est rien, 60 calories par heure. Un burger, c'est 600 calories. Un croissant, c'est 400. Donc on imagine bien qu'à un moment donné, si on passe 20 heures sur 24 allongé ou assis et qu'on mange matin, midi et soir, bah, il va y avoir un déficit entre ce qui rentre et ce qui sort. Et à un moment donné, tout est une question de balance. C'est-à-dire que l'alimentation, elle est faite pour nourrir notre corps, pour qu'il puisse bouger, se mouvoir, faire des choses. On est conçu pour ça. Il faut bouger. Oui, parce que moi, c'est un des plus gros problèmes auxquels je me confronte, c'est le temps. Et en fait, les gens, ils ont dit, ouais, mais si je fais une fois par semaine. Alors toi, tu leur dis, ouais, c'est mieux que rien, mais honnêtement, honnêtement, enfin, on va pas se mentir, une fois par semaine, c'est insuffisant. Bien sûr. C'est très insuffisant. Même minimum 3 fois par semaine, normalement, c'est à peu près ça. C'est le minimum. 3 fois si tu vas sur de l'intensité élevée, 5 fois si tu es sur de l'intensité modérée. C'est-à-dire que tu dis, moi, j'ai que 30 minutes. 30 minutes de marche rapide, 5 fois par semaine, 5 jours sur 7, c'est très bien. Si tu vas faire de l'intensité un peu plus élevée, 20 minutes, 3 fois par semaine, c'est très bien. Mais alors, effectivement, pour aller dans de l'intensité un peu plus élevée, peut-être qu'il va falloir aller dans une salle de sport, et donc il y aura le temps de trajet, la douche, le ci, le ça. Donc oui, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie. 3 fois par semaine, on est tous capables. Après, il y a des solutions. Hein. Moi, souvent, des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais c'est trop cher. » Moi, je leur dis « C'est très simple. On habite tous dans des immeubles. Tu fais 4 fois, je veux dire, tes marches, tes étages, tu les fais le plus possible, tu descends avec l'ascenseur pour éviter de s'abîmer les genoux. Tu fais genre 3-4 fois ça, 3-4 fois par semaine. La corde à sauter ? Ouais, c'est pour les tendons et pour les articulations, pour les gens qui sont en surpoids et qui n'ont pas l'habitude, c'est compliqué. Enfin, on peut le faire, hein, mais... Non, mais déjà, rien qu'un vélo d'appartement. Tu te mets un vélo d'appartement, tu fais des intervalles training sur la période, genre tu fais 30 secondes à fond, 2 minutes de récup, 30 secondes à fond, tu fais ça 5 fois, t'es quasiment à tes... tes 20 minutes t'es quasiment à tes 15, avec l'échauffement et le retour au calme. Tu fais ça 3 fois par semaine, et l'investissement, il n'est pas dingue. Hein. Un vélo d'appartement de bonne qualité, aujourd'hui, tu peux en trouver à 900 000 euros. Et puis ça prend pas le temps si tu l'achètes d'occasion. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, si tu veux, les solutions aujourd'hui, c'est ce que je dis, enfin, on en connaît plein. Bien sûr. Le vrai problème, ça va être les déclics. C'est ça, c'est comme on disait. Par exemple, même déjà, moi je pense que la première chose à faire, c'est quand on habite dans un quartier, c'est de marcher. Moi, j'ai connu aussi même des jeunes. Par exemple, moi j'habite à côté du pont de Saint-Cloud, pour ceux qui connaissent. Je vais à Porte de Saint-Cloud. En gros, quand je viens ici, j'y vais à pied. J'ai 25 minutes de marche. Je ne prends pas le bus. Ça fait déjà 25 minutes de marche rapide. Je fais mon heure de sport. Je reviens 25 minutes de marche rapide. C'est les calories que j'ai. En gros, c'est les calories que je vais dépenser. Et ça compte là-dedans. Moi, en gros, vu que je fais mes calculs, j'essaye de manger correctement. Voilà. Mais c'est clair qu'il faut se faire aussi plaisir, parce qu'autrement, on pète un plomb. Mais je sais que mon total calories sera nickel par rapport à si je veux prendre du poids ou une perte de poids. Voilà. Après, le fait déjà de marcher, moi, le nombre de personnes qui prennent le bus pour une station ou 2 stations qui sont jeunes, je sais mais pourquoi prendre le bus ? Ah bah parce que j'ai pas envie, parce qu'il y a toujours, pareil, parce que c'est fatigant ou parce que. Mais c'est vrai que moi je pense qu'on est fait pour bouger. Et moi mon but c'est par exemple, quand je fais du crossfit, c'est pour me dire, je peux me soulever, je peux me déplacer ça, je peux pousser ça. Parce que le problème, le jour où je pourrais pas me soulever, c'est que je serais mort. Voilà, je pense. Parce que moi, j'ai fait du sport depuis, tout petit. Et là, en ce moment, avec mon travail et avec une chose particulière, j'ai moins le temps. C'est clair que c'est un manque. Parce que c'est devenu vraiment... c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que j'en ai besoin. Donc il y a de ça aussi. Rien déjà le fait de bouger, marcher. Mais aujourd'hui, on est passé totalement dans un extrême. À la base, l'être humain, on était des chasseurs-cueilleurs. On est fait pour marcher. On était des chasseurs-cueilleurs. Et puis, il y a 10 000 ans, il y a eu l'invention de l'agriculture et l'être humain s'est sédentarisé. Mais sédentarisé à la base, d'un point de vue anthropologique, c'était rester vivre au même endroit.
Donc, par opposition au nomadisme. Et puis maintenant, de chasseur-cueilleur, on est passé à agriculture-élevage. Et là, maintenant, on est passé à job de bureau. On est assis tout le temps. Et même pour les Parisiens, il suffit de voir dans le métro. Maintenant, pour sortir du métro, il y a des escalators. Mais alors, prenez l'escalier. Tout simplement. Enfin, aujourd'hui, on construit quasiment partout, dans toutes les stations, des escalators pour que les gens n'aient pas à prendre l'escalier. Alors, évidemment, sur certaines... quelqu'un qui a une fracture, qui est plâtré, ou qui a une pathologie spécifique, c'est très bien. Une poussette, voilà, une maman avec sa poussette, c'est très bien. Mais quelqu'un qui est dans un état de santé normal capable de faire 1 ou 2 étages avec les escaliers. Mais... Aujourd'hui, tout est fait pour que le corps ne bouge plus. Et on bouge de moins en moins. C'est vrai. Et en plus, moi, je remarque ça parce que sur le moment, c'est par exemple, pour ceux qui n'ont plus envie de bouger, mais tout est fait pour ne pas bouger. Oui. On se connecte sur Internet, on commande nos courses sur notre écran. Il y a quelqu'un qui va bouger pour nous, qui va nous apporter des courses. Et tout est fait comme ça. On n'a même plus besoin de bouger maintenant. Si on veut, on reste dans le canapé, on clique gauche, on clique droit. Et puis, c'est clair que tout est fait. Donc, est-ce que c'est la société qui fait que, vu qu'on a moins de temps, vu qu'on est plus fatigué, etc., on a moins de temps de bouger et justement, on fait ça? Ou alors, est-ce que c'est pour être coincé, pour être juste, entre guillemets, dépenser nos sous, être des consommateurs, quoi? En gros, il y a de ça aussi. Après, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais c'est vrai que je trouve que, alors je ne sais pas si c'est l'État ou les choses qui sont en place, mais ils nous font... On a changé de canal, là. Ouais, on a pas un truc, genre... après, on va dire... Big Brother et compagnie. Ouais. Non, mais... Bouger, ils veulent vous immobiliser. Tu es là, toi, tu vas là. Ok, d'accord. Non, mais après, voilà, j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on ne bouge plus. C'est ça. De toute façon, il y a un docteur je crois qu'il est à Los Angeles, il s'appelle docteur Irvine. Et lui, son étude, c'était justement sur la quantité, sur le métabolisme et la quantité de calories dépensées, on va dire, par les êtres humains sur ces dernières, je sais pas, 50, 70 ans. Ils se sont rendu compte que par rapport aux années 50 ou 60, en fait, aujourd'hui, on fait en moyenne 1400 calories de moins. Mais oui, mais voilà, ce que je disais, c'est ça, il y a même 15-20 ans, bon, à part conduire pour ceux qui avaient une voiture et puis regarder un petit peu la télé et bouquiner, le corps était actif, quoi. Les gens bougeaient. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que lorsqu'on parle de 1400 calories jour, c'est-à-dire qu'à l'année, ça fait 550 000 calories à peu près. Bien sûr, c'est énorme. C'est-à-dire que potentiellement, si on traduit ça simplement en gras, on est à quelque chose comme 55 kilos de gras. Et en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, rien que le fait de marcher, de faire sa lessive, de ne pas prendre les escalators, comme tu dis, tout ça, ça représentait genre l'équivalent de 3 Big Mac jour. Genre 4 croissants. C'est-à-dire que tu pouvais manger, on va dire, tes 4 croissants tranquilles dans la journée. Ils étaient cramés parce qu'on avait besoin. Bien sûr, on avait besoin de cet apport pour cramer ce qu'on bougeait. L'un des pères de la physiologie du sport, qui est un Suédois qui s'appelle Astrand, a dit, mais en fait, le mode de vie le plus dangereux pour lequel tout le monde devrait subir un examen médical poussé, parce que vraiment, il faut être en parfaite santé pour y survivre, c'est de rester assis et de ne pas bouger. Il a raison. C'était l'un des pères de la physiologie du sport qui est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est le mode de vie le plus dangereux. Le corps est fait pour bouger. Oui, mais en fait, c'est que le problème, c'est que quand les gens ne bougent pas, le fait de bouger, ils prennent le risque de se faire mal. Moi, je l'ai déjà dit dans le 3e podcast, quand il y avait Audrey et Martin, là, les coachs, c'est que moi, je constate de plus en plus de personnes qui vont se faire mal avec des mouvements qui, auparavant, étaient anodins. Je m'explique. Le gars, il arrive, il a 27-30 ans, on lui demande de faire 3 fois 10 pompes sur les genoux. Il m'appelle le lendemain pour me dire qu'il a des tendinites au coude et que ça y est, il est handicapé, qu'il veut plus rien faire, tu vois. J'ai des jeunes filles qui font des deadlifts à 25 kilos, d'accord, soulever de terre, soulever une charge de pied. Ce qui est en fait le poids de la valise quand tu pars en vacances. Hein. Bien sûr. Ouais, d'accord. Donc en gros, ils me disent non, mais c'est dangereux. Ouais, mais bon, tous les jours, c'est ce que tu vas mettre au-dessus de la tête quand tu prends pas l'avion, mais ce que je veux dire, c'est que. Bien sûr. C'est une valise, quoi, c'est le poids. Et toi, t'es là, tu les regardes et te dis ouais, mais je me suis fait un lumbago, je me suis démis une vertèbre avec 25 kilos.
Mademoiselle, vous avez 25 ans, vous êtes démi-vertèbre avec une charge de 25 kilos. D'accord. Et ça, je l'avais pas, je l'avais pas autant, si tu veux. Et donc, la problématique aussi, c'est que quand les gens font du sport santé, dès qu'on bouge, on prend le risque d'avoir une petite foulure, de peut-être avoir un petit lumbago, une petite crampe par-ci par-là, d'avoir des courbatures. Sauf que dans la logique du sport santé, en fait, c'est pas normal qu'on se blesse. Mais on a des gens tellement déconditionnés que n'importe quel mouvement est à risque. Mais c'est pour ça que la reprise de l'activité physique, si on est sur une reprise, si on part d'un statut de rien du tout, elle doit être très progressive. Parce que quelqu'un, effectivement, qui n'a jamais fait de sport, va commencer très progressivement avec une barre à vide et potentiellement une barre de 15 kilos. Peut-être que ça va être beaucoup au début. Il va falloir être progressif et régulier. Je suis d'accord avec toi, mais le problème de progressif, c'est comment est-ce que toi tu le mets en application au quotidien quand tu connais pas la personne. Est-ce que 15 kilos c'est lourd ou c'est pas lourd? Est-ce que on aura mieux fait de mettre 5 ou 7? On est dans l'épaisseur de la feuille là, d'accord? C'est-à-dire que le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui, moi je me rends compte, avant quelqu'un qui arrive, par exemple une jeune femme qui arrive comme toi, je lui donne une barre de 15 kilos pour deadlift. Je suis pas inquiet, je me dis oui, ça va, elle va le faire. Un gars qui arrive, si sur la première séance, je lui mets 40 kilos de deadlift. Normalement, ça va. Ça passe crème. Non, enfin moi, j'étais pas inquiet. Je regardais, on faisait un petit peu barre à vide, fixe ton dos, t'arrives à respecter ça, t'es bien placé, vas-y, mec, il fait ses 10 répétitions, barre à vide, tu lui mets 40 kilos. Il n'y a pas si longtemps de ça. J'ai un gars, il devait faire 90-95 kilos. Bon, il était un peu en surpoids, mais tu vois quand même qu'il a une bonne charpente, genre 1m85, 95 kilos, bonne charpente et tout. Le gars, il n'arrivait pas à faire 10 répétitions développé couché avec 30 kilos. Et il devait avoir 35 ans. Et toi, tu le regardes et tu fais, mais t'es au courant que moi, j'ai des enfants qui font des séries de 10 à 15 kilos. Et qui font même pas 20 kilos de poids de corps. Oui, mais alors déjà, lui, donc, il vient, quoi tu vois, donc il va progresser de base. S'il vient, déjà, c'est bien. Non, parce qu'il a vu qu'il n'était pas capable, il n'est jamais revenu. Non, mais ça, du coup, c'est pas bien. Oui, c'est compliqué. Mais oui, mais du coup, voilà, je pense que le fait de venir et de s'entraîner, c'est bien. Et de fait, il va voir la progression. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire 10 reps à 30 kilos, c'est pas grave, il va faire 10 reps à 20 kilos. Non, parce qu'en fait, le gars, il a tellement honte de lui qu'il ne revient même plus. Ouais, mais ça, c'est très dommage, tu vois. Et justement, en fait, là, on est dans un espèce de spirale négative où du coup, non, j'y arrive pas, donc j'y vais pas. Ouais, mais non, en fait, tu fais 20 kilos, c'est pas grave, mon gars. Dans un an, t'en feras 60 ou 70. Les adultes n'aiment pas être mis en échec. C'est très vrai. Ils n'aiment pas être en échec, ils n'aiment pas qu'on leur dise que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Ils aiment pas, et tout le monde est là, ah oui, mais moi, est-ce que c'est bien? Tu sais, c'est toujours... écoute, t'as 12,6. Ah ouais, mais c'est bien. Écoute, les autres, ils ont 13. Ah ça va alors. Non, mais en fait, on est vraiment dans, si tu veux, cette mentalité, genre, moi, le coach, il me plaît bien. Moi, je l'aime pas. Je viens pas parce que le coach, moi, j'aime pas ce qu'il me fait. Non, mais je suis pas bon sur cet exercice. Pour donner un autre exemple, moi, tu sais, j'organise des petits challenges, là. T'as participé. Tu sais, les petites compétitions qu'on fait pour essayer de motiver les gens et tout. Moi, j'ai des personnes qui viennent pas aux compétitions parce que sur les 20 mouvements qu'on propose, il y en a un qui savent pas faire. Non, mais je sais pas faire ce mouvement-là. Mais tu sais faire les 19 autres. Ouais, non, mais si je sais pas le faire, ça sert à rien. Et en fait, ça fait sourire. Tu sais, ça nous fait, genre, on peut en parler pendant des heures, mais le fait est que tu parlais il faut se motiver. C'est qu'en fait, si toutes les planètes sont pas alignées le jour J, et qu'en plus, je suis dans une bonne humeur, qu'il fasse beau et que j'ai pas de problème, je veux dire, de temps à ce moment-là, je vais y aller. Mais n'importe quel petit, on va dire, grain de sable, il vient faire dérailler le... déraille tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça demande de la discipline et ça demande des efforts. Non, c'est pas facile de venir s'entraîner tous les jours. Non, c'est pas facile. Ça n'est pas que facile et que joyeux et que plaisir de faire du sport. Oui, c'est un investissement. Oui, il faut du temps, il faut de l'organisation. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, effectivement, on va travailler des choses sur lesquelles on n'est pas bon et on va se sentir mauvais. Et on va rentrer chez soi en se disant, c'est nul, c'était pas bien. Et mou. Mais, ouais, voilà, il faut savoir que oui, ça n'est pas que facile. Mais il est essentiel de le faire. Et voilà, certains jours, tu vas rentrer en te disant, ok, j'ai fait la compétition, j'ai fini dernier. C'est pas grave, en fait. C'est déjà devant tous ceux qui ne sont pas venus. Et c'est déjà très bien. Et puis on continue à s'entraîner. La fois d'après, ce sera peut-être avant-dernier.
Puis peut-être que dans 5 ans, tu seras sur le podium. Tu vois, ce dont tu parles, en fait, c'est la conclusion à laquelle j'arrive d'un petit peu, je ne vais pas dire de manière dépitée, mais c'est que tu as beau connaître super bien la physiologie, tu as beau connaître super bien l'alimentation qui vient en support de cette physiologie, de quel type de sport est le plus rentable d'un point de vue, si tu veux, combattre les pathologies, les effets du vieillissement, on en revient à un truc tout bête. En fait, c'est la conduite du changement. Ouais. C'est comment est-ce que la personne, je vais réussir à la convaincre d'arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, toi qui es médecin, tu vois, je veux dire, en fait, tu peux lui expliquer tout ce que tu veux. Au final, faut que tu trouves les mots pour que la personne se lève de sa chaise, quoi. Bien sûr. Et la motivation, finalement, elle doit venir de soi. Elle ne peut pas venir de l'extérieur. On se rend compte aujourd'hui, on voit tous les spots publicitaires sur manger, bouger, 5 fruits et légumes, voilà. Dire aux gens, t'es gros, t'es moche, ça marche pas. Il faut que la motivation, elle doit venir de soi. Il faut que la personne trouve ce qui la motive. Est-ce que c'est l'image de soi? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est être capable de faire telle ou telle performance? Chacun doit trouver, en fait, est-ce que c'est être capable de passer plus de temps en bonne santé, comme tu disais la dernière fois qu'on discutait avec ses enfants ou ses petits-enfants. Il y a tout un tas de motivations possibles et chacun doit trouver sa motivation, mais toi, tu peux pas motiver les gens à leur place, en fait. C'est clair. Mais c'est ça, en fait, tu as l'impression d'être impuissant face à, on va dire, à ce manque de motivation dont font preuve, on va dire, 95%, on va dire, aujourd'hui, les Français. Parce que c'est ce que tu me disais aussi, c'est que tout à l'heure, tu parlais de coût social, pour le coup, pour la société. En fait, il est colossal. Il est colossal. Parce qu'on parlait de la mortalité, mais la morbidité encore plus, puisque toutes ces pathologies chroniques, donc cardiaque, respiratoire, diabète, tout, ça a un coût absolument monstrueux. Cancer, on connaît aujourd'hui l'impact des activités physiques et sportives sur la diminution des risques de cancer. C'est énorme. Sur la personne âgée, l'équilibre, les chutes, l'ostéoporose, derrière, qui sont des facteurs de dépendance, puisque finalement, une personne âgée qui chute et qui va se fracturer le col du fémur ou autre chose, va rentrer dans un cercle de dépendance. Le sport va diminuer l'ostéoporose, les pertes d'équilibre, les chutes et la dépendance liée. Énorme. Il y a un impact sur la diminution de la maladie d'Alzheimer. D'un point de vue sociétal et d'un point de vue médico-économique, c'est absolument majeur. C'est ça. Mais après, comme tu dis, comme on en parle, on ne peut pas décider pour les gens. C'est ça. En gros, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait de la réa chir thoracique. J'ai eu un patient qui s'est fait opérer d'un poumon. En gros, il n'y en avait plus qu'un. Il est resté, il a fait son séjour. Il est sorti à un moment donné. Je le vois justement dehors avec sa femme et son fils. Et ben, il a rallumé une clope. Voilà, il a rallumé une clope, c'est son choix. Il s'est fait opérer parce qu'en gros, il avait une grosse tumeur dans un poumon. On lui enlève, il lui en reste un. Le premier truc qu'il a refait, il est descendu dehors, il a repris une clope. Ouais, c'est son choix. Ouais, mais tu après, dis c'est son choix. Moi, je peux pas le critiquer, je peux pas lui enlever la clope de sa bouche. C'est sa vie. Mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, quand on dit il s'est fait opérer, il s'est fait opérer. Il a joué le jeu entre guillemets de OK, je vais me faire suivre, je vais me faire opérer et tout. Mais le problème, c'est qu'après, c'est son poumon, c'est sa vie, même s'il y a des conséquences pour la société et tout, comme on dit. Mais déjà, apparemment, tu dis, le gars, il avait un enfant. Oui. C'est-à-dire que, moi, je te donne un autre exemple. Je suis un mec aujourd'hui, en gros, le médecin lui a dit, écoute, compte tenu de ta condition et qu'on vient de te sortir d'un cancer, d'accord, il a eu un cancer que la plupart des hommes, que beaucoup d'hommes arrivaient à 50, 55 ans, tu sais, cancer de la prostate, ce genre de choses et tout. Le gars, il a des complications, justement, qui est liées au surpoids, hypertension, et ainsi de suite. Et donc, du coup, si tu veux, à un moment donné, lui, comme ça qu'il me l'a présenté, il m'a dit, Gab, je perds du poids, je retrouve la forme, ou je clame. Ou alors, c'est quasiment sûr que je vais mourir prématurément. Cette personne-là, il a 2 enfants qui, aujourd'hui, ne sont pas encore mineurs, qui ne sont pas encore majeurs, ils sont mineurs. Et moi, l'autre jour, je l'ai engueulé, parce que le gars, en 3 mois, il m'a sorti « Ah ouais, j'ai perdu. » J'ai fait « T'as perdu quoi? 1,5 kg, 1,8 kg ?» Ouais. Mais tu comprends, il y a eu les fêtes. Mec, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. En fait, ces gens-là, ils le font même pas pour leurs enfants. Alors, je dis pas parce qu'ils les aiment pas, mais c'est que dans leur tête, en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui se passe qui fait que le plaisir immédiat de boire un verre de rouge, de manger une entrecôte, salée, grasse, en fait, va dépasser cet aspect-là. Deuxièmement, aujourd'hui, alors,
moi, en tant qu'indépendant, je vais peut-être pas être impacté, mais on est en train de te dire qu'on n'a plus d'argent et que les gens vont falloir qu'ils travaillent plus, genre, tu sais combien, jusqu'à 64 ou 67 ans pour la retraite, parce qu'on n'a pas d'argent. Et toi, tu nous parlais de coûts sociaux. Mais en fait, le coût social, on va dire, de toutes ces mauvaises habitudes, aujourd'hui, alors c'est difficile de le chiffrer avec exactitude, mais c'est plusieurs centaines de milliards à l'année. Bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, on dépense plusieurs centaines de milliards à l'année pour corriger, que tu dis c'est leur choix, mais moi ça m'impacte. Moi en tant qu'indépendant, mais après ça impacte tout le monde. Mes charges elles augmentent, mes cotisations elles augmentent, tout augmente, d'accord. Parce que lui il fait le choix de ah bah non mais si j'ai envie de fumer après, alors qu'on vient de un cancer c'est combien? C'est 150 000 € en moyenne. Oui, alors après évidemment ça dépend des cancers, ça dépend de oui, d'accord, mais 150 000 € c'est énorme. L'OMS, tu parlais de l'OMS, moi il disait que l'OMS que l'obésité est responsable de 200 000 cancers à l'année par an. Bah, tu fais 200 000 fois 150 000, ça fait un peu des sous. Bien sûr, non mais bien sûr. Et après ça, on va dire non, il va falloir que tu travailles 4 ans de plus parce qu'il faut payer la dette sociale. Tu dis ouais, mais à un moment donné, c'est tu sais comme on parle d'éco-responsabilité par rapport au fait que nos actions ont un effet sur la planète. J'ai l'impression que les gens ils s'en fichent de leur santé et responsabilité, que le fait que je suis en mauvaise santé, ça impacte aussi les gens autour de moi. Tout à fait. Sur les notions d'environnement, il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui plus avancée. Mais sur les notions de sport-santé, on est vraiment très en amont de la prise de conscience. Et je pense que c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 20, 30, 40 ans, c'était pas une question. Puisqu'en fait, dans la vie de tous les jours, le sport, alors on faisait pas du sport, de se dire je vais mettre une petite tenue de sport et je vais aller faire du sport, mais on n'était pas sédentaire. Donc la problématique n'existait pas. Aujourd'hui, la problématique est majeure. Tu disais 95% de la population française. Moi, c'est l'ANSES. Et c'est l'ANSES qui dit ça. 95% de la population. Le ministère de la Santé, quoi. L'Agence nationale sécurité sanitaire est exposée à des risques liés à la sédentarité ou l'inactivité physique. C'est énorme. Et il y a 30 ans, c'était anecdotique, en fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve obligé de se poser des questions qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans. L'ANSES dit, en conclusion de cet article, ils disent que la lutte contre la sédentarité devrait être la priorité des pouvoirs publics. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et il y a un certain nombre de programmes qui se mettent en place. Je pense au PNNS, le programme national nutrition santé, qui promeut l'activité physique, les mobilités, voilà, marcher ou prendre le vélo plutôt que de prendre le bus ou le métro. Voilà, on commence à avoir un certain nombre de programmes qui se mettent en place. Il y a un organisme qui s'appelle l'ONAPS, qui est l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité, qui a été créé justement pour mesurer, déjà prendre conscience de l'état, de l'ampleur du problème et essayer de trouver des solutions. Mais voilà, aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est qu'on est quand même très, très en amont de tout ça et qu'il y a énormément de choses à faire, mais la prise de conscience, elle doit se faire. Je veux dire, la maison brûle sur l'environnement avait fait beaucoup parler. Aujourd'hui, la prise de conscience sur les thématiques sport-santé doit être au moins aussi importante. Tu vois, ce qui m'inquiète, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, et là tu me corriges si je dis une bêtise, mais c'est que les premiers instituts, c'est du cœur. Ils voient le jour aux États-Unis fin des années 40, début des années 50. En France, c'est fin des années 50, début des années 60. C'est-à-dire que sur la période 40-60, c'est là où on prend vraiment la mesure des problèmes cardiovasculaires. Comme je disais, sur la période entre 1940 et 1960, disons que les principaux pouvoirs publics, on va dire que ce soit aux États-Unis, en Europe, se prennent conscience en fait de la réalité des maladies cardiovasculaires. Déjà, que ça existe. Ils commencent à créer tous les instituts du cœur, voilà. La cardiologie commence, on va dire, à se développer. Mais quand tu regardes aujourd'hui, on est quasiment 60, 50, 70 ans plus tard. En fait, il y a eu les erreurs en disant faut faire ci, faut pas faire ça, faut pas manger d'œufs à cause du cholestérol. On se rend compte que le cholestérol, les statines, tu en parleras mieux que moi, que finalement, il y a beaucoup de controverses. Tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, mais bon, en même temps, c'est la science, on n'a pas toutes les réponses et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est parti pour que dans 60-70 ans, on soit dans une situation un peu similaire, qui empire, parce qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires... Alors tu vas me dire, c'est un peu biaisé ce que je dis, parce qu'en fait, la sédentarité est venue rajouter une couche... Colossale. Mais tu vois, je veux dire, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à la nutrition, en disant, ouais, attention, si vous mangez mal, mais moi, ce que je regarde, c'est que globalement, les gens mangent moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Genre, tu prends le français, c'était quasiment 1 kilo de pain et 1 kilo de lard par jour qu'ils mangeaient. Les Français buvaient plus d'alcool.
buvaient, je veux dire, beaucoup plus d'alcool il y a 40 ou 50 ans qu'aujourd'hui. Bon. Mais bon, il y avait 1500 calories, donc ils pouvaient se permettre de ça. Et donc, aujourd'hui, le mal du siècle, c'est la sédentarité. Tu vois, et en fait, tu me parles de ça, mais quand moi je regarde, on me parle de programmes sport santé, c'est tout ça, mais tous les programmes de sport santé que moi je vois, en tant que professionnel de l'éducation physique et sportive, de la condition physique, tout ça, mais en fait, moi je dis c'est quasiment pas adapté, parce que faut arrêter de prendre les gens pour des handicapés moteurs. C'est que quand je vois ce qu'on leur propose, c'est genre, bah non, mais j'ai marché une demi-heure, j'ai fait 3 étirements, puis je fais un peu de yoga, et puis tu leur dis, mais mec, encore une fois, c'est mieux que rien. C'est 30 minutes de marche rapide par jour. C'est déjà très bien. Si tout le monde déjà pouvait faire 30 minutes de marche rapide par jour, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, c'est-à-dire que toi, alors, est-ce que c'est parce que c'est par méconnaissance ou alors c'est parce qu'on essaye tu sais, genre par méconnaissance vraiment de l'impact de l'activité physique. Et encore, il faut déterminer les différents types d'activités physiques. Comment est-ce qu'on va impacter l'appareil locomoteur, le système nerveux, le système cardio-respiratoire, tu sais, le système digestif. Donc, est-ce que c'est pas... et puis en même temps, pareil, la nutrition, moi je me rends compte aujourd'hui, c'est moins de 3% du budget mondial de la recherche qui est accordé à la nutrition. Pour le sport, on doit être genre de l'ordre de 5%. Et puis aujourd'hui, 70%, c'est le cancer, en fait. D'accord ? Et donc, est-ce que c'est un problème de méconnaissance de la médecine? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit santé, on pense à la médecine. De la médecine. Ou c'est par ce moment où on se dit, écoute, on va pas être trop alarmiste. On va dire aux gens, fais tes 30 minutes, ça sera déjà très bien. Mais est-ce que le fait de ne pas y aller franco, c'est pas simplement on laisse les gens dans une sorte de complaisance, on se dit bon bah je les ai pas fait aujourd'hui, je les ferai demain les 30 minutes. Mais je pense que la prise de conscience est pas complètement faite en fait. On commence à réaliser qu'il y a un problème parce qu'on voit l'augmentation de toutes ces pathologies et on fait le lien avec la sédentarité, mais la prise de conscience, on en est au début et aujourd'hui il existe le sport sur ordonnance. Là, depuis 2016, les médecins pouvaient prescrire du sport, mais uniquement aux patients qui étaient reconnus en ALD, en affection de longue durée, donc malades. Depuis le 2 mars 2022, ça s'est un peu élargi et maintenant on peut prescrire du sport aux patients qui présentent des facteurs de risque, donc obésité, surpoids, hypertension ou perte d'autonomie. Mais on est tellement en amont et on est tellement juste en train de se rendre compte qu'il y a un problème et qu'on doit voir les choses différemment et que, on parlait de la prévention tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il est essentiel de faire de la prévention plus que du traitement finalement, que si on arrive à prévenir plutôt que guérir, c'est peut-être mieux. C'est mieux. Et on considère aujourd'hui le sport comme une thérapeutique non médicamenteuse, donc il est reconnu à part entière comme un élément bon pour la santé des gens. Après, toi, encore une fois, je le répète, tu es l'incarnation de cette prise de conscience. Ah non, parce que là, tu les opérais. Toi, tu les opérais, tu te dis, non, mais viens, on fait quelque chose pour pas avoir à les opérer. Donc, tu vas un peu à l'encontre de ce que tu étais censé faire. Oui, mais après, l'objectif, c'est que les gens soient en bonne santé. Normalement, si on fait médecine, c'est qu'on a envie que les gens aillent plutôt bien. J'ai bien compris, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis que tu étais l'incarnation. Même s'ils ne sont pas d'opérer. Mais... Non, mais après, moi, là où je suis un peu admiratif, c'est que toi, tu as investi 15 ans de ta vie. C'est ça à peu près, 15 ans, post-bac, c'est quoi? C'est 15 ans à peu près? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc post-bac, tu as investi 15 ans de ta vie pour acquérir une connaissance et une compétence qui aujourd'hui est mondialement recherchée. Parce que bon, je sais pas quels sont quand tu es chirurgien établi, à mon avis, tu gagnes beaucoup plus qu'un SMIC. Ce qui fait que toi, d'un point de vue social, tu es vraiment à l'aise, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Non, mais c'est la réalité. Et à te dire, en fait, non, j'ai fait 15 ans, mais alors, je suis pas complètement dans le faux, tu as appris beaucoup de choses, mais en gros, non, c'est pas la bonne stratégie. Il faut que en plus, tu reconnais, on en a discuté, que en fait, tu connaissais rien à la santé. Enfin, tu savais. Non, mais ce que je veux dire... C'est un peu extrême de dire que je connaissais rien à la santé, mais. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que je me suis mal exprimé. C'est pas que tu connaissais rien à la santé, mais c'est-à-dire que toi, tu as mis beaucoup de temps à acquérir une certaine compétence, une certaine, on va dire, connaissance et compétences pour pouvoir guérir, soigner des gens qui avaient ces problématiques-là, et que au final, tes connaissances en prévention, c'est pour ça que je dis en santé, c'est-à-dire que pour que les gens ne perdent pas leur santé, en fait, elles étaient très très limitées. Et là, tu as une grosse remise en question. Tu démissionnes, c'est un peu ça. Tu dis, j'arrête de faire ça. Alors que, d'un point de vue, on va dire, social, financier, tu avais tout à gagner à y rester. Pour te remettre dans des études,
pour te remettre dans des questionnements, toi, tu te reprends en main et tu dis comment je fais pour aider mon prochain sur un sujet qui aujourd'hui est très incompris et où la prise de conscience n'est pas encore, on va dire, faite. Donc, c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est pas tout le monde qui fait ça, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que, ouais, à titre personnel, moi aussi, j'ai vu la différence entre... voilà, j'ai pas le temps, je peux pas, je fais pas de sport, je prends soin de moi, je bouffe n'importe quoi. Et je commence à prendre soin de mon corps et à me rendre compte que les différences sont significatives et majeures. Et aujourd'hui, oui, pour moi, il me reste très à cœur d'aider la santé des gens et d'agir pour un mieux-être et une meilleure santé, mais d'un point de vue effectivement un peu différent et en faisant plus de prévention et en agissant plus en amont. J'ai connu le côté très technique et très invasif. Ouais. Mais aujourd'hui, si on peut éviter d'être invasif et si on peut retarder ou limiter l'apparition des pathologies, c'est mieux. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, souvent on dit soit le changement que tu veux voir, tu sais, genre incarne le changement que tu veux voir dans le monde et tout ça. En fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui te disent ouais, mais il faut que je bosse, machin, tu dis mais écoute, là, tu as une personne qui, on va dire, avait une autoroute, on va dire, sociale qui était tracée et l'autre, elle s'est remis en question parce qu'elle s'est rendue compte que, déjà, j'arrive au bout de la chaîne, en fait. Bah oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et même moi, en fait, je suis en train de dépérir parce que je suis à 70-80 heures par semaine. Je prends pas le temps de... beaucoup de stress aussi. Oui, bien sûr. Le stress aussi, c'est un gros facteur de risque. Voilà, beaucoup de stress. Et en fait, le stress, c'est quoi? C'est en fait, tu sais que tu as une responsabilité. Donc, en fait, physiologiquement, tu vas sécréter plus de cortisol, donc une hormone plutôt catabolisante qui va favoriser aussi pas mal, justement, on va dire justement l'apparition de dépendance au sucre, parce qu'on sait que quand les gens ils font beaucoup de cortisol, notamment, toi tu parlais des gens qui dorment pas beaucoup. J'allais y venir, manque de sommeil. Les gens qui ne bossent pas, ils ont tendance, souvent on le voit chez les gens qui sont ambulanciers ou bien infirmiers, comme toi t'étais, c'est-à-dire que toi tu somnoles toute la nuit, puis à un moment donné, là, tu as une urgence, tu veux la traiter, tu as l'adrénaline, tu as la noradrénaline, tu as le cortisol qui rentre justement pour pouvoir... Tu prends un peu de nicotine en plus ou de caféine pour t'aider à tenir. Et là, après, quand tu t'arrêtes, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Tu es en hypoglycémie et généralement, à 4 h du matin, qu'est-ce que tu prends? Il y a un petit distributeur là. Voilà, parce qu'en plus, c'est en cohérence, ils ont mis du chocolat et du sucre. C'est ça, il y a les petites barres de chocolat dans le distributeur. Après, pour la petite anecdote, alors c'est pas grave, je sais pas si ça sera coupé ou pas, on travaille à la science publique, on n'a pas de sucre, on n'a rien à bouffer. Donc, mais tu le ramènes. Non, le distributeur, il y a le distributeur avec les Twix dedans. Qu'est-ce que j'en ai bouffé, les Twix? Alors, moi, j'avais pas... Mais non, alors, le problème qu'il y a, c'est que je pouvais pas quitter la réa. Deux doigts coupés pas. Alors, le truc qu'il y a, c'est qu'on était rarement en nombre et on pouvait pas partir de notre réa et on avait des sandwichs triangles, mais tellement pourris, il y avait rien dedans. Mais bon, ça, c'est pour la petite anecdote. En gros, on bouffe pas bien à la science publique. Oui, mais... Ça, moi, pour l'avoir expérimenté dans d'autres circonstances, généralement, quand tu es comme ça, c'est que le moment donné où tu sors, ou bien tu rentres chez toi, attention. Mais c'est ça. En mode 3D complètement. Là, attention, c'est que là, t'arrives, premier restaurant fast-food à 6h du mat, c'est la boulangerie, c'est ça qui est ouvert. On tape dedans. Là, tu cumules tout. Le manque de sommeil, le stress, et là, tu dis ça y est, c'est fini, la nuit est finie. Et là, c'est vrai que tu as envie. Et en fait, tu vas manger. Et tu as envie de manger n'importe quoi. Ouais, t'as pas le temps. Mais en fait, moi, j'avais regardé une fois, je sais plus quoi, c'était un reportage à la télé qui s'intéressait justement aux addictions au sucre et tout ça. Ils expliquaient qu'à un moment donné, il y avait le cerveau reptilien, que quand il était quand tu étais en mode j'ai faim, c'est ton côté reptilien qui s'allumait. Et en fait, si je te mets un gâteau au chocolat ou une pomme, tu prendras un gâteau au chocolat parce que tu vas aller chercher de la calorie. Parce que tu sais qu'instinctivement, là, il va y avoir plus de calories. Et comme là, tu es en manque, et tu vas, la pomme, tu la mets dans ta poche pour plus tard, quoi. Mais tu vas aller manger le gros gâteau au chocolat parce que c'est vraiment un instinct de survie et ce genre de choses. Et donc, non, mais c'est... clairement. Qu'est-ce que j'en ai mangé, des gâteaux au chocolat. Le sucre, bien sûr. Ouais, non, mais... Et encore une fois, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Il faut qu'on remette en cause notre mode de vie? Il faut qu'on remette en cause notre mode de vie. Je pense aussi. Oui. Et le truc que tu disais tout à l'heure sur les habitudes de vie. Les habitudes. Voilà, c'est ça, le mode de vie, les habitudes. Je suis bien comme ça dans ma petite vie. Pourquoi changer? Après, le changement, moi je pense que pour certains, il y a un certain changement qui fait peur.
de dire ah il va falloir que je change mon mode de vie, certains ça fait peur et donc ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Déjà que les gens ils ont du mal à venir faire 2 heures de sport dans la semaine, là on va leur dire quoi, il faut qu'ils changent de travail, il faut qu'ils peut-être on va dire lâchent leur voiture. Alors pas forcément changer de travail, Ouais, moi j'ai été voilà. le cas extrême, j'ai quitté le travail, la voiture, tout. On n'est pas obligé d'être aussi extrême, mais organiser son emploi du temps, oui c'est possible, parce que finalement dans une semaine de 7 fois 24 heures, du temps on peut le trouver. Mieux manger, c'est un vrai investissement aussi, en termes d'argent certes, mais en termes de temps aussi, parce que pour bien manger il faut cuisiner ça prend du temps, il faut choisir les bons aliments, il faut prendre le temps de cuisiner correctement, donc oui c'est un vrai investissement. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est pas que facile. Mais comme se retrouver à l'hôpital avec une horrible pathologie et passer 2 mois en réa, c'est pas facile non plus en fait. Les gens se rendent pas vraiment compte parce que toi, tu t'es mis à faire vraiment beaucoup de sport, si je me souviens bien. C'était quoi? C'était mars 2020 dans ces eaux-là? Tour du deuxième confinement. Le deuxième confinement. Donc le deuxième, c'était septembre. Ouais, c'était septembre 2020. Enfin, ça a commencé pour nous, c'est octobre, on va dire. À l'automne 2020. Octobre 2020, ouais. D'accord. Et en fait, toi, t'as perdu combien de... 15 kilos. T'as perdu 15 kilos? J'ai perdu 15 kilos en 6 mois. Ouais. Où du coup, je me suis mise à pratiquer vraiment le sport de manière intensive. Mais en fait, c'est 15 kilos, ça c'est quantitatif. Mais après, qualitativement, ça se trouve, en fait, t'as dû reprendre, en fait, t'as dû perdre beaucoup plus que ça en masse grasse. En masse grasse, j'ai perdu beaucoup plus que ça, très clairement. Et t'as dû prendre 4-5 kilos de masse musculaire que t'avais pas du fait que tu bougeais plus. Ouais. Voilà. Et tu faisais combien d'heures de sport par jour, par semaine? Alors, aujourd'hui, je suis à 20 heures d'entraînement par semaine. Mais là, on est un peu dans l'extrême. Là, t'es quasiment comme un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, en même temps, du coup, là, moi, je suis en année sabbatique. Donc, je ne travaille pas. Du coup, c'est beaucoup plus facile. J'ai décidé de prendre une année pour me dédier à ma passion qui est la pratique du sport. Donc, oui, du coup, aujourd'hui, je vis une vie de rêve où je m'entraîne, je mange sainement et je dors 9 heures par nuit. Donc, c'est super. Donc, ça, du coup, là, c'est un peu dans l'extrême, quoi. Ouais. Mais à cette époque-là du confinement, je travaillais. Donc là, j'étais en télétravail et puis ensuite je suis retournée au bureau puisque j'étais à l'époque dans l'industrie. Je faisais des semaines de 40-45 heures et je m'entraînais entre 10 et 15 heures par semaine, c'est-à-dire que je faisais 2 entraînements par jour, un le matin tôt avant d'aller au bureau. Donc en général, je venais ici à Gavroche au cours de 7 heures, donc de 7 à 8, puis j'allais au bureau ensuite. Et le deuxième entraînement, je le faisais soit sur le temps de midi, si j'étais en télétravail, soit le soir, si j'étais au bureau. Et un deuxième entraînement, donc en gros 1 heure le matin, une demi-heure l'après-midi ou le soir, et une sortie un peu plus longue, puisque je me suis mise à la course à pied, le dimanche. D'accord. Ouais. Entre... Faites-en 2 fois par semaine et l'autre qui en fait 2 fois par jour. Donc toi, ce qui est bien, c'est que toi, c'est tout ou rien. Ouais. C'est un peu ça. Voilà, il n'y a pas... Non, si je fais des études, je suis parti pour 15 ans. Voilà. Je fais 0 sport. C'est 15 ans d'études, 0 sport. Après, j'arrête de travailler, je fais 20 heures de sport par semaine. D'accord. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le contenu qu'on a envie de donner aux gens. Quand on était dans le raisonnable, régulier et raisonné de tout à l'heure, voilà, mais en même temps, je ne suis pas passée de 0 à 20. Ça a été progressif et voilà, avant de cette période octobre 2020 où je me suis mise à en faire beaucoup, pendant 5 ans j'en ai fait un peu, et puis de un peu je me suis mise à me dire que finalement c'était pas mal, à me sentir un peu mieux dans ma peau, dans mon corps, dans tout ça, à me rendre compte que finalement être capable de porter des charges un peu lourdes, c'est pratique aussi dans la vie en fait, et que finalement être capable de courir et être capable de porter une grosse valise, c'est des gestes qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et que finalement, avoir un corps en meilleure santé, c'est mieux. C'est plus facile. Après, juste pour dire, là, je crois qu'on a battu le record du podcast Gavroche le plus long. On est déjà on est à combien là? On est à 1h22. C'est pas mal. C'est parce que c'est pas sûr. On est des pipelettes, c'est comme ça. Je travaille avec des femmes, alors. Donc t'as l'habitude, tu t'adaptes. D'accord. Voilà. On va couper ça, j'ai pas d'avoir des histoires. Non, je suis intervenants sont passionnants. C'est exactement ça, voilà. Donc, en gros, c'est pas ça, mais bon, moi j'ai des cours à donner après. J'ai un peu des cours. C'est pas le tout, moi aussi je m'entraîne à 17h là. Voilà. Non, en fait, voilà, moi si je devais, après je vous donnerai la parole pour conclure, donc si je devrais résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire là à l'instant, enfin ce que vous avez dit, c'est
On sait que, ça, tout le monde le sait, c'est l'inactivité, la sédentarité augmente le risque d'avoir pas mal de pathologies. Et notamment, c'était tout ce qui est lié, on va dire, cancer, cardiovasculaire. Le surpoids, c'est un facteur qui va accélérer tout ça. Voilà, donc deuxièmement, si jamais on touche du bois, j'en ai pas, mais voilà, hein, on touche du bois. Si jamais les gens tombent malades, le fait d'être en surpoids, en obésité et en ayant une condition physique, on va dire médiocre, ça complique toute la prise en charge. C'est ça. Oui. Au bloc opératoire et en salle de réveil et de réanimation. Et après, et surtout, la récupération de ces fonctions, on va dire à 100%, ça met beaucoup plus de temps. C'est ça. Donc, on a plus de chances de tomber malade. Si on tombe malade, c'est plus compliqué d'en guérir. Voilà. Et après, c'était de dire que de toute façon, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une véritable... il faut que la prise de conscience, elle s'accélère, elle s'amplifie. Et que le changement, en fait, il est inévitable. Et qu'il va falloir changer des habitudes de vie et se faire violence. Et que sans ça, en fait, le salut, il va être très, très compliqué. C'est ça. Ça va, j'ai bien résumé? C'est très bien résumé. C'est exactement ça. En fait, j'aurais pu le faire en 15 minutes. Exactement. C'est exactement ça. Mais voilà, en fait. Bon, merci. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, merci. Merci à vous deux. J'espère qu'on aura réussi à toucher, on va dire, des personnes, quand je dis de les toucher, de les amener à réfléchir sur un petit peu sur leurs pratiques, sur leurs habitudes, sur leurs objectifs aussi. Donc si on a réussi, comme ils disent, sauver une personne, déjà, tu sauves le monde, quoi. Donc on espère qu'on aura cet impact-là. Clairement. Et puis, on aura l'occasion de rediscuter de ces sujets-là. Parce que là, on a fait qu'effleurer, j'imagine. Il y a tellement de choses à dire. Sur le sujet, Il y a beaucoup de thèmes, on pourrait en parler encore pendant longtemps. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est que le problème, c'est qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est pas le tout, mais il y a entraînement là maintenant. Voilà. Et puis ce soir, il y a apéro, c'est ça? Ah là là. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à une très prochaine fois et on aura l'occasion de débattre plus longuement et peut-être de manière un peu plus précise des différents thèmes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.